Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez fascinante du parcours d'un artiste en se basant sur ses notes personnelles. Une vie en fait dédiée à l'art. Oui, bonjour. C'est une vraie quête de sens, mais aussi, et c'est important, de maîtrise technique. Exactement. On va suivre son évolution depuis ses toutes premières envies de créer jusqu'à ses explorations, disons, plus récentes, avec de nouveaux outils. C'est ça. L'histoire d'une passion qui se cherche, qui se forme, qui se transforme au fil du temps et des influences. L'idée, c'est de décrypter un peu les étapes clés de ce cheminement. Les déclics, les apprentissages, les choix, esthétiques aussi. Voir comment une vocation s'affirme, souvent entre tradition et modernité. Bon, alors commençons par le début. Apparemment, l'art n'était pas très présent dans sa famille. Non, pas vraiment. Enfin, peu d'art à la maison, à part peut-être quelques reproductions, Picasso, Van Gogh, les classiques quoi. Mais assez tôt, vers 10 ans, il y a cette intuition, un certain don pour le dessin. Hmm, Mais ce qui est intéressant, c'est que son inspiration, elle venait pas forcément des grands peintres au début, plutôt de son grand frère qui faisait de la BD, des caricatures, ou même des dessins animés comme Tex Avery, très dynamique, très gestuel. Ah oui, c'est pas commun comme influence de départ. Non, et déjà, dans les marges de ses dessins, plus figuratifs, on sentait un attrait pour l'abstrait qui pointait. Et puis à ce moment charnière, vers 18 ans, en 1974, une sorte de certitude qui s'installe. Exactement. Une conviction très forte. Je serai peintre, mais à 40 ans. C'est précis. Très précis. Et ça marque le début d'une longue, longue quête personnelle sur la technique qu'il fascine par-dessus tout. La peinture à l'huile. D'accord. Du coup, cette obsession pour l'huile, ça l'amène logiquement à s'intéresser aux maîtres anciens, j'imagine. Van Eyck, Rembrandt. C'est ça. Il plonge littéralement dans l'étude de leur technique. Vermeer, Titien, Delacroix aussi. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience assez fondamentale. Laquelle? Il découvre leur approche d'artisan. Pour eux, la peinture, c'était un métier. Un savoir-faire très concret. Préparer les supports, broyer les pigments soi-même, maîtriser le marouflage, les vernis. Ah oui, le marouflage, cette technique pour coller la toile, c'est ça? Oui, voilà. Un travail très technique. Et souvent, il répondait à des commandes, avec des contraintes précises. C'est vrai que ça contraste énormément avec notre image actuelle de l'artiste, non? Où on met l'accent sur la créativité pure, l'expression personnelle. Tout à fait. Eux, c'était d'abord des artisans exceptionnels. Cette distinction qu'on fait aujourd'hui entre l'artisan et l'artiste avec un grand A, elle était, disons, différente, moins tranchée peut-être. Et c'est cette recherche de savoir-faire manuel qui explique sa déception face à l'université, hein? Il a fait un passage à Paris 8, je crois. Oui, vers 1978. Une expérience assez brève, parce que ça ne correspondait pas à ses attentes. Trop théorique, pas assez axé sur l'apprentissage technique de la main, comme il dit. D'accord. Mais alors comment il apprend s'il ne trouve pas ça dans le cadre académique? Il y a eu des rencontres importantes. Oui, notamment avec un ancien conservateur de musée, quelqu'un qui lui a donné des clés sur la peinture plus ancienne, classique. Ce qui l'intéressait chez les maîtres, c'était moins le sujet de leurs tableaux que comment ils étaient faits. La manière, la technique. Exactement. Il comprend l'importance cruciale de la technique, le dessin préparatoire, la perspective, l'harmonie des couleurs, et surtout cette idée que c'est la perfection de l'exécution qui garantit la pérennité de l'œuvre, la fraîcheur des couleurs dans le temps. Et il y a ce moment assez fort, apparemment, devant un détail d'un tableau de Rembrandt, l'homme au casque d'or. Oui, un vrai choc émotionnel. Il utilise cette expression « l'invisible qui se révèle dans la matière », dans la touche du peintre. C'est la technique qui, poussée à son paroxysme, crée l'émotion pure. C'est là que ça bascule un peu. Ça contribue, oui. Et il y a aussi l'influence de Turner, avec ses paysages marins qui sont presque abstraits par moments. En regardant les détails chez les maîtres, chez Turner, il commence à voir l'abstraction un peu partout en fait. Ce qui le conduit naturellement vers l'abstraction lyrique. Des peintres comme Zhao Wuqi, Marfin. Tout à fait. Ce courant d'après-guerre très gestuel, émotionnel. Mais avec une exigence qui lui est propre. Laquelle? Il ressent ce besoin presque intellectuel de maîtriser à fond la technique classique de l'huile avant de s'autoriser la liberté de l'abstraction. C'est intéressant comme démarche. Comme si la maîtrise technique était la clé pour accéder à la liberté d'expression. C'est un peu ça. Un cheminement assez paradoxal mais qui structure toute sa démarche. Et cette quête de maîtrise, il la poursuit en autodidacte. Ah oui, comment? Il est influencé par le Bauhaus, cette idée que l'art est une quête de son être profond.
Il lit énormément, des manuels techniques comme celui de Xavier de Langlais sur l'huile. Il n'hésite pas à questionner des experts, par exemple un chimiste chez PBO. Pour comprendre la chimie des couleurs, leur stabilité, ce genre de choses. Voilà, exactement. Il acquiert une compréhension vraiment fine du procédé à l'huile, mais il réalise aussi que c'est une technique lente, exigeante, peut-être moins en phase avec le rythme de vie moderne. Malgré ça, il se lance professionnellement. Oui, en 1984, il franchit le pas. Il crée un studio graphique, pour vivre sans doute, et en parallèle, son premier vrai atelier de peinture. Et c'est le début des expositions. Régulièrement. Oui, dès les années 80, à Paris, Arcachon, puis ça s'intensifie dans les années 2000-2010, en France, mais aussi à l'étranger, Allemagne, Autriche, jusqu'à aujourd'hui. Et ce parcours continue d'évoluer parce qu'aujourd'hui, il explore une voie assez différente. Hmm. L'intelligence artificielle. Oui, c'est le chapitre actuel, disons depuis 2025. Il utilise l'IA pour créer, mais aussi pour sublimer ses toiles existantes, par exemple en transformant des images 2D en œuvres avec du relief 3D. C'est fascinant. Une nouvelle forme de maîtrise technique en quelque sorte, mais avec un outil radicalement différent. Complètement. Et ce qui est frappant dans tout ce parcours, c'est ce dialogue constant, cette tension créative, entre l'étude rigoureuse des anciens et l'appel de l'abstraction, entre la technique pure et la recherche de l'émotion, de cet invisible. Et maintenant, ce dialogue s'élargit. Oui, il intègre la machine, entre la main de l'artiste et les possibilités presque infinies offertes par l'IA. Ce qui est remarquable, c'est cette capacité à intégrer de nouvelles dimensions sans jamais renier les fondations techniques et intellectuelles qu'il s'est forgées. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ah, Peut-être que le chemin d'un artiste, c'est avant tout une histoire d'adaptation, de curiosité sans cesse renouvelée, oui, une capacité à rester ouvert, à explorer. et ça soulève une question assez fondamentale, qui va au-delà de cet artiste en particulier. Jusqu'où un nouvel outil, que ce soit un nouveau pigment à une époque ou un algorithme aujourd'hui, peut-il redéfinir non seulement l'œuvre d'art, mais aussi l'artiste lui-même, son identité créatrice? C'est une excellente question. L'outil transforme l'œuvre. Mais transforme-t-il aussi celui qui tient l'outil?